Et ce qui va vraiment nous différencier, c'est le fait que nous investissions de façon systématique dans tous les fonds de la maison et de façon continue. C'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on met au départ à la création d'un fonds et qui reste pendant toute la durée de vie du fonds. Ce qui crée un réel alignement d'intérêts. Donc, ça peut aller de 10% à 50% de l'encours visé de la stratégie. Donc, l'idée, c'est que vous compreniez que nous sommes tous dans le même bateau, entre guillemets, et que ce qui est profitable pour vous le sera pour nous. Et forcément, quand il y a des événements de marché qui sont plus compliqués, comme il y en a eu récemment, eh bien, on met tout en œuvre pour essayer justement de limiter les impacts sur les portefeuilles. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 530 associés et collaborateurs au sein du groupe Tikeo Capital. Je laisserai Nicolas faire le lien, mais Nicolas fait partie de Sofidy, une société de gestion qui fait partie du groupe Tikeo également. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir aujourd'hui une expertise sur différentes classes d'actifs, la dette privée, l'immobilier, le private equity et également les stratégies dont nous allons parler aujourd'hui, que sont les stratégies cotées et spécialement les stratégies obligataires. Donc aujourd'hui, on a une équipe de un peu plus de quasiment 20 personnes qui travaillent exclusivement sur nos stratégies à liquidité quotidienne, donc des fonds qui sont référencés au sein de contrats de CAPI, au sein d'assurance vie, au sein de différents supports éligibles, notamment pour la trésorerie d'entreprise. Et donc l'idée, c'est que nous nous basions pour notre sélection d'obligations sur une approche analyse fondamentale, disciplinée et reconnue aujourd'hui par le marché. Et je peux vous citer un exemple, par exemple, pour avoir une idée de notre historique en termes de track record. Sachez qu'entre 2008 et 2019, nous n'avons pas encore fait les calculs sur 2020, nous avons un taux de défaut, c'est-à-dire que nous avons perdu seulement 0,15% sur tous nos fonds confondus. Donc aujourd'hui, on gère un peu plus de 3 milliards sur le crédit, la poche obligataire, et sur cette poche-là, en annualisant, nous n'avons perdu que 0,15% de performance sur nos portefeuilles. Donc, c'est ce qu'on appelle le défaut au sein des portefeuilles. Donc, c'est un élément important. Donc, après avoir parlé de Tikeo rapidement, sachez que nous avons également des antennes un petit peu partout en France et également à l'international, principalement en Europe. Donc, c'est une gestion européenne que vous allez retrouver dans nos fonds. Notre fonds, enfin les fonds dont nous allons parler aujourd'hui sont principalement des fonds obligataires européens. En ce qui concerne nos vues de marché, donc sachez que chez Tikeo, ce qui est primordial afin de mieux appréhender notre construction de portefeuille pour nos clients, c'est d'abord d'analyser l'action des banques centrales. Et ce que nous savons, c'est qu'à cause des actions récentes des banques centrales, le marché a très fortement été influencé par des politiques monétaires accommodantes. De ce fait, le marché a été inondé de liquidités de par ces rachats massifs d'obligations et le prix des actions et des obligations est monté de manière artificielle. Et de ce fait, on a deux classes d'actifs qui se sont d'abord recorrélées entre elles depuis 2012 et aussi nous constatons des taux négatifs sur le marché. On peut voir qu'aujourd'hui, 17 trillions de dollars de dettes sont à rendement négatif dans le monde, ce qui correspond à près de 30% du total des investissements de ces classes d'actifs-là. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi que prêter de l'argent au gouvernement allemand à une échéance aussi loin que 2049 nous entraînerait à avoir une perte en capital. Donc aujourd'hui, en plus de tout ça, on a des banques européennes qui commencent en plus de ça à imposer des taux de dépôt qui sont négatifs afin de protéger leurs revenus. Et de ce fait, aujourd'hui, on comprend qu'il faudra trouver des solutions adaptées à cet environnement, notamment pour des gestions plutôt court terme. Et c'est l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de notre fonds ticket auto-variable notamment, mais je pense qu'on y viendra un peu plus tard pour parler des solutions à nos vues de marché. Très bien. OK, merci Célia. Je vais passer la parole à Marc Blanc pour OFI. Voilà. Je vous demanderai juste dans la présentation des structures d'être pas trop long pour pouvoir aborder les sujets par la suite et qu'on ait du temps de parole. Merci. Marc. Oui. Moi, je représente OFI Asset Management. OFI Asset Management, c'est la filiale des principaux mutualistes français, dont notre principal actionnaire est la Massif.
Donc, l'ensemble de la maison gère environ 70 milliards sur des fonds dédiés aux mutuelles et sur des OPC, donc, comme celui dont je vais vous parler par la suite. Donc voilà, donc on gère toutes les dettes, on gère du non-coté, on gère des actions, etc. Mais évidemment, la grosse partie de l'exposition de Ophi Asset Management, c'est de la gestion de dette et de la dette dédiée aux mutuelles. Très bien. Petit point de vue sur le marché obligataire, le vôtre en tout cas. Moi, donc, je m'occupe de la gestion de la dette high yield. On a vu que tout l'intérêt de la dette high yield et de la Alors, dette en général, c'est que même si les marchés ont beaucoup baissé, il y a une force de rappel qui est liée, qui est liée au fait que si un émetteur ne fait pas défaut, il remboursera son obligation et donc on revient assez rapidement sur le pair. Donc vous avez une élasticité qui a été démontrée sur la crise qu'on a connue. Puisque donc sur la partie, enfin, en mars, au pic de la crise, vous avez les marchés actions qui ont perdu 35% et le marché high yield qui a perdu alors 22%. Mais aujourd'hui, permettez-moi, juste pour que ce soit clair pour tous, entre le high yield et l'investment grade en obligataire, c'est la notation des obligations qui est prise en compte. Enfin, je le rappelle juste pour tout le monde, hein. Sur le bien high sûr, yield, donc le haut rendement, c'est les obligations euh, à partir d'une note de W+, voilà, Standard & Poor's. exactement. Et sur l'investment grade, on est sur des obligations à, comment dire, à notation C'est bien à midi ou pas? Tu vois à quelle heure? plus stable. Pardon. C'est bien à quelle heure? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. Voilà, donc Marc, pardon. Voilà, donc juste pour terminer sur ça, depuis le début de l'année, les obligations les mieux notées dans la catégorie à haut rendement sont revenues quasiment à l'équilibre, alors que les marchés actions européens sont encore à -10, -15. Vous avez une telle force de rappel à partir du moment où vous décidez que l'émetteur ne fera pas défaut, euh, que donc on est sur une catégorie qui est quand même relativement protégée et relativement stable. Très bien. Merci Marc. Euh, ensuite, Gonzague pour Irbis. Bonjour à tous, merci Émeric d'organiser Votre appel a été mis en attente. En quelques mots, donc Irbis Finance, on est une société Votre appel a été mis en attente. Excusez-moi, indépendante. est-ce que vous pouvez couper le micro? Merci. Irbis Finance. Votre appel a été mis en attente. Ah, ça va être. C'est quelqu'un qui a coupé. Oui, allez-y. Irbis Votre Finance, appel a été mis en attente. Un peu perturbant, c'est l'élaboration de solutions d'investissement sur mesure. Votre appel a été mis. Structuré. Je vous expliquerai tout à l'heure le principe des produits structurés. On est donc une société basée à Paris, comme je vous le disais. Notre rôle est sur l'ensemble des classes d'actifs. On va parler tout à l'heure d'une solution indexée au marché action, mais sur l'ensemble des classes d'actifs, les produits structurés peuvent permettre, dans des contextes parfois un peu incertains comme ceux qu'on connaît en ce moment et de manière assez régulière sur l'ensemble des marchés, de proposer des solutions qui à la fois vont offrir des niveaux de protection du capital, avec des mécanismes qu'on évoquera rapidement dans la deuxième partie, et des objectifs de rendement, tout cela étant contractuel et défini au départ, au moment où on lance la solution d'investissement. Donc ça, c'est un élément très important sur la classe d'actifs produits structurés, c'est qu'on a un cadre figé dès le départ et qui ne bouge pas pendant la durée de vie et la durée de détention du produit. Le principe d'Irbis Finance, c'est justement d'utiliser notre indépendance pour aller faire des appels d'offres auprès de l'ensemble des grandes banques de la place pour obtenir ce qu'on appelle la best execution, donc les meilleurs prix dans l'intérêt du client final, dans votre intérêt, sur les solutions que l'on aura sélectionnées correspondant à vos besoins. En quelques mots, Irbis Finance, c'est 19 millions d'euros de capital social, ce qui fait de nous, parmi les acteurs indépendants du marché des produits structurés, la société la mieux capitalisée. On conseille pour 400 millions d'euros de solutions sur mesure par an auprès de nos partenaires, ce qui fait de nous un des acteurs majeurs sur ce segment. Et juste pour rappel, les produits structurés en assurance vie, contrat de capi, personne morale et personne physique compris, c'est quasiment 20% des encours en unité de compte maintenant. Donc, c'est une classe d'actifs qui est
de plus en plus utilisé, et j'insiste, particulièrement dans des périodes assez incertaines. Pour la vision de marché, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. L'environnement de taux bas, voire négatif, était évidemment un élément qui nous pousse à mettre en avant notre expérience et notre ingénierie. Et on verra tout à l'heure ce qu'on peut proposer dans ce contexte. Merci Gonzague. Yanis. Oui. Déjà, je tiens à te remercier, Aymeric, pour l'organisation de ce cycle de webconférence. Et je vous remercie à tous donc, de bien sûr d'y participer et d'être connectés ce matin. Concernant Varenne, donc, je m'appelle Yanis Kessi, je suis responsable des relations partenaires chez Varenne. Varenne, qui est une société de gestion indépendante qui existe maintenant depuis 2007. En termes d'encours, nous sommes capitalisés, nous gérons 1,8 milliard d'encours sous gestion et nous comptons 26 collaborateurs, dont 13 personnes qui sont exclusivement dédiées à la gestion. Pour nous, c'est important parce que la gestion, c'est ce qui permet de générer de la performance lorsqu'on est exposé au marché. Et donc, le fait d'avoir un poids de gestion important dans la société, c'est pour nous voilà, une sorte de façon de mettre les moyens pour pouvoir générer de la performance sur le long terme et bien sûr réduire les phases de baisse lorsqu'elles interviennent sur les marchés. En termes d'expertise, nous gérons plusieurs fonds, mais nous n'avons qu'une seule gestion. Et la gestion consiste à s'exposer sur les actions internationales des pays développés, donc plutôt sur l'Europe du Nord, Europe de l'Ouest, excusez-moi, et Amérique du Nord, et en même temps d'améliorer cette exposition aux actions internationales avec des stratégies de couverture et de décorrélation pour beaucoup mieux résister dans les phases de baisse. Donc c'est vraiment ça l'idée de Varenne, c'est un fonds action internationale amélioré avec des stratégies de décorrélation pour mieux résister dans les phases de baisse. En ce qui concerne le marché maintenant, en fait, on a vu justement que ce qui s'est passé depuis janvier, c'était clairement une baisse très brutale des principaux indices internationaux, que ce soit les indices européens ou américains, avec des séances, notamment en mars, parfois assez turbulentes, qui pouvaient entraîner jusqu'à moins 11 ou moins 12% sur une seule séance, qui était vraiment du jamais vu et ce qui est bien sûr très brutal. Et ce qu'on a pu voir depuis avril, donc après la phase vraiment de turbulence assez forte, c'est un fort rebond des marchés et des principaux indices. Mais ce rebond qui a été global cache en fait pas mal de disparités. Et ce qu'on a pu voir, c'est clairement une disparité très forte entre les secteurs qui ont été vainqueurs du phénomène de confinement, la tech, la pharma, les industries qui sont globalement tertiaires et digitalisées, et des secteurs plutôt perdants, que ce soit les financières, que ce soit des secteurs peut-être qui appartiennent à une autre économie et qui ne sont pas forcément les mieux portantes pour pouvoir générer les performances de demain. Et en fait, ces disparités créent des risques sur les marchés qu'il convient d'analyser, qu'il convient d'identifier et donc de couvrir pour protéger les porteurs de parts. Et c'est justement la valeur ajoutée que vous pouvez retrouver dans un fonds comme Varenne Valeur, c'est l'identification, le traitement et la couverture de ces risques pour pouvoir assurer une progression du capital qui sera la plus résiliente et la plus linéaire possible. Merci Yanis. Et maintenant Nicolas Vandenet pour Sofidy. On passe à un autre univers. Oui, exactement. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre invitation, Aymeric, et merci à tous de prendre part à ce webinaire. Donc, effectivement, Sofidy, on est un petit peu la touche diversification des solutions dont on va vous parler ce matin, puisque nous avons un prisme immobilier et non financier. Voilà. Donc, Sofidy est une société de gestion qui a été créée en 1987. Donc, ça fait plus de 30 ans que nous intervenons et que nous gérons pour le compte d'épargnants, personnes morales ou personnes physiques, de l'épargne ou de la trésorerie. L'idée étant on vient travailler des produits investis sur de l'immobilier. Donc, on est spécialisé sur cette classe d'actifs, ce qu'on appelle un peu plus communément la pierre papier et notamment les SCPI qui peuvent se souscrire de différentes façons et on y reviendra après, notamment avec ce sujet d'usufruit. Donc, nous sommes une société de gestion qui gère aujourd'hui 6,2 milliards d'immobilier avec un peu plus de 160 personnes dans nos rangs. Donc, c'est important puisque c'est un travail qui nécessite du monde et ce d'autant plus que l'un de nos critères phares, ce qui est dans notre ADN, c'est le principe de mutualisation du risque avec une granularité très très forte des patrimoines des fonds que nous gérons. Ça veut dire que, et pour être très concret, on gère aujourd'hui presque plus de 5000 actifs répartis en France, également en Europe, et sur deux grandes expertises, l'immobilier de commerce et l'immobilier de bureau, dont on entend pas mal parler en ce moment, en tout cas quand on s'intéresse à l'immobilier, effectivement sur fond
de crise sanitaire, en se posant avec quelques questions en termes d'impact qui se posent. Ce qui est certain, c'est qu'à notre niveau, on reste confiant sur l'immobilier de commerce et plus particulièrement le commerce de proximité, qui est un créneau qu'on travaille depuis plusieurs années chez Sofidy, et également en matière de bureaux, même si, alors il ne faut pas être dans le déni, il y a bien évidemment cette crise qui a généré un phénomène d'accélération. C'est valable pour le bureau, c'est valable pour le commerce et c'est valable pour l'ensemble des typologies d'actifs qu'on peut retrouver dans l'immobilier tertiaire. Néanmoins, il faut être conscient que les acteurs de l'immobilier, et c'est le principe même de l'immobilier, c'est d'évoluer sans cesse. Donc, quelque part, ces phénomènes d'évolution, d'adaptation des patrimoines, c'est des choses qui sont déjà finalement dans le travail qu'on fait au quotidien. Il faudra rester sélectif. Je pense que le maître mot est à ce niveau-là pour pouvoir continuer à générer de la performance. Merci Nicolas. Et si je ne me trompe pas, vous diversifiez aussi dans des actifs un peu différents aujourd'hui aussi. Oui, exactement. On a un prisme de diversification puisque l'immobilier tertiaire, ce n'est pas uniquement du commerce, uniquement du bureau. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'on retrouve quelque part à chaque coin de la rue, à chaque coin de notre vie. Il y a de l'immobilier et il y a effectivement des segments sur lesquels on peut venir travailler pour apporter de la diversification et qui, eux, jouent davantage le phénomène de la crise. Pour vous donner un simple exemple, la logistique et notamment la logistique de proximité du dernier kilomètre, avec tous ces sujets de confinement, est monté grandement en puissance au cours des derniers mois. Merci. Donc, merci de vous être présenté. J'espère que ça a permis à nos auditeurs de comprendre maintenant un peu mieux qui est autour de la table et de quoi on va maintenant parler. C'est-à-dire que ce que je voulais à travers cette visio, c'était de pouvoir donner différentes pistes et différentes possibilités pour pouvoir gérer sa trésorerie. Et elles sont complémentaires. En fait, si on prend en compte tout ce qui va être proposé maintenant, je pense sincèrement, évidemment, ça dépend des volumes de la trésorerie, etc. Mais je pense sincèrement que les solutions qui sont ici sont les unes et les autres complémentaires. Et ça peut constituer une allocation pleine et entière pour un portefeuille à gérer. Donc, on va voir plus précisément maintenant, et j'ai demandé à chacun de parler de leur spécialité, et on a choisi ensemble des fonds et des supports d'investissement qui sont spécifiquement envisageables dans la gestion de trésorerie. Donc, on va demander d'abord à Célia Hamoun, on va reprendre le même ordre, et Célia, je vous laisse présenter la solution qu'on a choisie pour nos auditeurs. Donc, Aymeric, nous nous sommes entendus pour présenter aujourd'hui le fonds Tikehau taux variable parce qu'il peut potentiellement être une bonne alternative au compte de dépôt pour un placement de trésorerie, on va dire à court terme, sur une trésorerie de 12-18 mois. Pourquoi? Parce qu'il a une position défensive avec un objectif aujourd'hui de préservation du capital et de génération de performance dans une mesure acceptable. Aujourd'hui, ce que vise le fonds, c'est environ 2% brut par an sur un horizon 12 à 18 mois. Donc l'idée, c'est que ce fonds Tikehau taux variable a une faible sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt. Donc ce fonds-là n'est pas corrélé au taux d'intérêt. Donc si demain nous avons des taux qui sont amenés à bouger, eh bien le fonds ne sera pas impacté et votre trésorerie restera plutôt, et sur un fonds plutôt stable. Également parce que c'est une gestion de conviction dans ce fonds-là. Les obligations sont sélectionnées par nos gérants selon nos modèles avec notre recherche interne, contrairement à des fonds indiciels ou des fonds benchmarkés où vous achetez la totalité du marché. Et aussi, sachez que chez Tikehau, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, notre métier, c'est clairement de financer des entreprises. Donc, notre but, c'est d'aller financer des sociétés qui sont cotées sur le marché obligataire et de leur prêter de l'argent. Donc, on n'est pas du tout sur des fonds qui sont des fonds benchmarkés ou des fonds indiciels. Donc, l'idée, pour synthétiser sur ce fonds Tikehau taux variable, c'est un fonds crédit européen court terme composé d'obligations de sociétés. Aujourd'hui, c'est principalement des sociétés investment grade. Donc, pour le rappeler, c'est des sociétés qui sont bien notées par le marché aujourd'hui, donc une notation élevée et qui ont pour vocation de maximiser le rendement sur la partie la plus courte de la courbe des taux aujourd'hui.
Donc TTV, c'est une alternative pour un placement plutôt court. Quand on regarde l'historique de performance, on a un fonds qui se comporte très très bien pendant cette phase du marché où là aujourd'hui il est positif. Donc c'est un fonds qui a pour but d'amortir le marché. Aymeric, vous aviez une question? Oui. Comment s'est-il comporté dans la phase difficile? Alors, dans la phase difficile, évidemment, il a été impacté, comme tout le marché. Il est descendu, on a connu un drawdown autour de moins 4,5% sur ce fonds. Mais aujourd'hui, il a clairement recouvert tout son drawdown et on a encore du rendement embarqué. Donc, la différence entre avant, on va dire le confinement, et après, on l'a vu sur les marchés, le fonds est descendu jusqu'à des rendements embarqués, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver des obligations qui permettaient d'avoir jusque 5, voire même 6% de rendement sur le marché. Donc, on en a profité pour aller acheter ces obligations-là. Donc, elles sont dans le portefeuille aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet d'afficher aujourd'hui un rendement de l'ordre de 2%, contrairement à avant le confinement, où on avait un rendement qui était plutôt proche de 0,5, 1%. Et du coup, on préférait plutôt ne pas en parler parce qu'il n'y avait clairement pas de momentum, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément le meilleur moment pour rentrer. Aujourd'hui, on a de l'intérêt à vous faire rentrer sur cette stratégie. On pense qu'il y a un point d'entrée intéressant. Donc, peut-être pour conclure sur ticket auto variable, sachez que ça peut constituer une bonne alternative à la place d'un fonds monétaire ou à la place d'un compte à dépôt. Ça peut être une alternative intéressante dans le sens où c'est un fonds qui permet de limiter les drawdowns, l'impact que peut avoir le marché sur son fonds. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler la performance sur les 3 dernières années? Oui, bien sûr. Alors, sur les 3 dernières années… Ça va donner une idée à nos auditeurs de… Oui, alors, je vais me mettre sur la fiche parce que je ne l'ai pas en tête. Sur 3 ans, donc là, le fonds, il a une performance, on est tout juste positif, si je ne me trompe pas. Ah non, on est à moins 1,7. Donc ça, c'est sur la part la plus chargée, c'est sur la part retail. Okay. Et donc, un dernier mot peut-être pour les personnes qui veulent prendre un peu plus de risques dans leur placement de trésorerie et surtout qui ont un horizon un peu plus long, c'est-à-dire un horizon entre 3 et 5 ans. Sachez qu'il existe le fonds Tikeo Crédit Plus, qui lui est un fonds flexible, qui va aller sur des signatures un peu plus risquées, donc des signatures à haut rendement, à yield, donc principalement du simple B ou du double B. Et donc là, on est sur un fonds un peu différent qui fonctionne comme un peu un fonds carte blanche. Donc, vous dites au gérant, j'aime la gestion Tikeo, je vous laisse faire vos achats sur le marché, mettre du cash, mettre des protections également pour vous couvrir. Mais l'objectif de ce fonds-là, c'est d'essayer de capter la performance quand le marché fonctionne bien et d'essayer de limiter la perte quand le marché est un peu plus compliqué. Merci Célia. Marc, pour OFI. Alors, je profite du changement de parole pour inciter les auditeurs à poser leurs questions par écrit, ce qui nous permettra d'y répondre après les différentes interventions. Oui, alors chez OFI, nous avons lancé un fonds qui s'appelle le fonds OFI AID 2027. Donc c'est un fonds à maturité, donc vous avez une maturité 2027 qui est assez longue sur la partie haut rendement, mais en contrepartie de ça, vous avez une qualité de crédit des émetteurs qui est très forte et c'est tout l'objectif du fonds puisque nous ne sélectionnons que des émetteurs dont la note minimum est double B-, donc qui reste une très bonne note dans la catégorie high yield, et la note moyenne du portefeuille que nous venons de lancer est double B+, donc la note la plus haute de la catégorie high yield. Donc c'est un fonds en fait qui, si vous avez une vision moyen terme sur votre trésorerie, vous permet de mettre de la duration, mais avec un risque de crédit qui est assez limité. Et donc c'est comme ça que vous avez du rendement sur ce portefeuille. Donc là aujourd'hui on est sur un rendement brut à 2,7% sur ce fonds-là, avec donc un risque de taux au départ modéré, puisqu'on est sur une duration à 4 ans aujourd'hui, mais donc vous allez avoir une désensibilisation à ce risque de taux au fur et à mesure de la vie du fonds. Et en revanche, vous avez un risque de crédit qui est assez limité. Donc aujourd'hui, vous avez un fonds, vous achetez un rendement, donc ce rendement brut à 2,7%. Vous avez effectivement un risque aussi
d'évolution de la valeur liquidative, puisque c'est une valeur liquidative journalière, donc il peut y avoir de la volatilité sur votre performance, mais comme je le disais en introduction, on est sur une catégorie d'obligations qui a une force de rappel extrêmement forte. Et aujourd'hui, c'est une catégorie d'obligations qui, depuis le début de l'année, est à moins 1% sur les marchés. Donc, comme si la crise, finalement, avait été complètement lissée en à peine 6 mois. Voilà. Donc, vous êtes sur un fonds qui n'est que un fonds de société corporate, pas de financière. Vous êtes sur un fonds qui est très diversifié puisque vous avez 80 sociétés aujourd'hui qui sont équipondérées. Vous avez une grosse diversité des secteurs aussi sur lesquels on est investi, puisque tous les secteurs corporate sont représentés. Donc, vous avez des secteurs un peu plus cycliques, comme l'auto, mais vous avez aussi des secteurs un peu moins cycliques. Et quel que soit le secteur, vous avez des champions mondiaux dans leur catégorie. Si vous allez sur les équipementiers auto, dans le fond, vous avez du Faurecia, du Valeo, ou alors dans les moins cycliques, vous avez du Netflix, vous avez du Fnac, du Rexel, etc. Donc que des sociétés avec un risque de crédit très limité et pour avoir une perspective moyen terme sur le fonds. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller au bout du fonds puisqu'on est sur un fonds avec un fonds daté? A priori, c'est la stratégie. A priori, c'est la stratégie. Après, il faut se dire qu'il faut rester quelques années puisque, en fait, donc, les deux risques principaux sur ce type de fonds, c'est le risque de défaut. Mais là, on est sur des qualités de crédit qui sont très élevées, donc on peut anticiper qu'il n'y aura pas de défaut sur la vie du fonds. Et après, vous avez un risque de rappel des obligations. Donc ça, c'est le deuxième risque qui peut affecter votre performance. Et à mesure qu'on va s'approcher de la maturité du fonds, vous allez avoir des sociétés qui vont commencer à rappeler leurs obligations. Donc aujourd'hui, on a un risque de rappel qui est très faible jusqu'en 2025. À partir de 2025, vous allez avoir un risque de rappel. Et à partir de là, du coup, un risque de réinvestissement des sommes appelées. Voilà, donc c'est un fonds qu'il faut garder 5-6 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner, Marc, et puis après je vous poserai la question à Célia, on n'en a pas parlé, quelle est la note de risque sur les CLAMF? Il est noté 3 sur une échelle de 1 à 7. Et Célia, il était noté 2. 2. Voilà. Donc on est en train de progresser en niveau de risque. Gonzague, on a des réponses un peu différentes avec vous. Donc dites-nous en quoi c'est différent et quelles sont les spécificités des fonds structurés. Très bien. Alors, le principe de base d'un produit structuré, c'est qu'un produit structuré, en fait, c'est un contrat entre un investisseur et une banque qui est le garant, l'émetteur de ce produit-là. Nous, Irbis Finance, comme je le disais en introduction, on intervient en tant que partenaire de l'investisseur pour créer la solution et faire un appel d'offres auprès des banques pour obtenir la solution la plus adaptée aux besoins. Donc, ce principe contractuel, il est extrêmement important. Le cadre d'investissement, sur l'ensemble des éléments qui composent le choix d'un investissement, sont définis en amont dans un produit structuré. Quels sont les 4 principaux critères d'investissement? D'abord, c'est la durée d'investissement. Elle est prédéfinie dans un contrat structuré. On le verra dans la proposition qu'on va évoquer. Deuxième point, ce qu'on appelle le moteur de performance ou le sous-jacent, c'est-à-dire sur quoi concrètement ce produit est indexé, sur quelle classe d'actifs, sur quel indice, sur quelle société. On en parlera après. Troisième élément fondamental, le risque de perte en capital. Idem, il est défini en amont et ce critère-là est un des scénarios qu'il faut envisager, quel que soit l'investissement qu'on fait. Mais idem, il est figé en amont et le scénario est lisible pour l'investisseur. Et le dernier point, qui n'est pas le moins important, quel est le potentiel de gain, le potentiel de rendement, à la fois en cours de vie, et si jamais, on verra le principe de fonctionnement du structuré, si jamais le produit n'est pas remboursé à l'investisseur en cours de vie, quel est le potentiel de gain à l'échéance. Donc ces 4 éléments qui construisent le choix d'un investissement sont contractuels et définis et ne bougent pas pendant la durée de vie d'un produit structuré. C'est un élément très important. Concrètement, comment ça se matérialise? Ça veut dire qu'on va définir un risque de perte en capital que l'on considère raisonnable en fonction de ses objectifs et de ses problématiques. Une unité de temps
maximum de détention. Et évidemment, il y a une contrepartie à cette maîtrise du risque de perte en capital. Ça va être qu'on va plafonner en fait le gain maximum que l'on va pouvoir avoir sur le produit structuré. Donc, c'est les vases communicants, si vous voulez. D'un côté, je protège mon capital, et plus je vais protéger mon capital, évidemment, plus le niveau de rendement aura tendance à être rabaissé. Donc ça, c'est un élément fondamental. C'est un contrat, il faut bien l'avoir en tête, à la différence d'autres types de solutions d'investissement. Ce n'est pas une critique, mais c'est simplement un fonctionnement différent. Nous, on propose de protéger son capital et de plafonner son gain en contrepartie. Effectivement, quand on est exposé sur un OPCVM ou quel que soit le type d'investissement, dans la plupart des cas, on est exposé à 100% à la hausse et à 100% au risque de perte ou au risque de baisse de la solution d'investissement. Donc ça, c'est un point important. La solution que l'on vous propose aujourd'hui, qu'on a sélectionnée avec Emeric, c'est une solution indexée au marché action, à un indice action qui est composé de 50 grosses capitalisations européennes, zone euro, avec un filtre environnement, social et gouvernance, qu'on appelle l'ESG, qui est effectivement un élément de plus en plus important pour les investisseurs aujourd'hui. La durée de détention, le cadre contractuel, je vais évoquer les 4 points. Durée de détention, c'est minimum 2 ans, maximum 10 ans si les scénarios de remboursement par anticipation ne se réalisent pas. Ce produit offre un coupon garanti, c'est-à-dire quelle que soit la performance du moteur de performance, du sous-jacent, de l'indice action sur lequel on est exposé. Le coupon sera versé tous les ans à date fixe. En l'occurrence, sur cette solution, il est de 3,20% par an. Donc ça, c'est un élément important dans le contexte qu'on a évoqué tout à l'heure sur les rendements qui s'effondrent, sur les taux négatifs, évidemment, une garantie contractuelle de rendement annuel, c'est évidemment un élément très fort de cette solution. En contrepartie, comme je vous l'évoquais tout à l'heure de ce coupon, on a un niveau de protection du capital qui est de moins 50% à l'échéance. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que si jamais le produit dure 10 ans, qui est sa durée de détention maximum, sa durée de vie maximum, le capital ne sera amputé que si, au bout de 10 ans, à la dernière date de vie du produit, le sous-jacent, donc l'indice sur lequel on est indexé, se situe au-delà de 50% de baisse par rapport au moment où on a lancé le produit. Pour information, moins 50 par rapport au niveau actuel, c'est en dessous des plus bas de la crise des subprimes, c'est en dessous des plus bas de la crise des dettes souveraines, de 2008 pour les subprimes, 2011 pour les dettes souveraines. Donc ce sont des niveaux de protection qu'on peut considérer très forts. Ça n'annule pas le risque, évidemment, mais ce sont des niveaux de protection très forts. 3,20 coupons garantis versés chaque année, quoi qu'il arrive, il y a un niveau de protection à l'échéance à moins 50%. Ce qui veut dire que si à l'échéance, on se retrouve dans une situation meilleure que ce seuil de protection, c'est-à-dire si on est à moins 40, moins 30%, qui sont déjà des niveaux de baisse très élevés, eh bien, le capital est remboursé en intégralité à l'investisseur. Ça, c'est un point important. Troisième point, c'est la durée de vie. Donc, je vous disais que ça pouvait être entre 2 ans et 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque année, à date anniversaire, à partir de la fin de la 2e année, on va regarder où se situe l'indice sur lequel le produit a été construit. S'il est à un niveau supérieur au moment du lancement du produit, à ce moment-là, le produit est automatiquement remboursé. C'est un des éléments du contrat. Donc, si ma performance à une date anniversaire est supérieure à mon niveau initial, je récupère l'intégralité de mon capital investi, plus les coupons, évidemment, comme ils sont garantis de toute façon, que j'aurai touchés, qui donc feront le rendement de mon investissement. Donc, voilà les grands principes. C'est une classe d'actifs, comme je vous le disais tout à l'heure, les produits structurés, qui est de plus en plus utilisée par tout type d'investisseurs, en trésorerie d'entreprise, en contrat de capi, évidemment, en compte titre, par des personnes physiques également. C'est une classe d'actifs qui permet aujourd'hui vraiment de contrer, je dirais, des mouvements forts de marché à la baisse, comme on a pu les connaître. Pour autant, je vais juste donner ce point important, ce ne sont pas des produits miracles. Ils ont l'air comme ça, évidemment, et c'est une réalité, d'offrir une visibilité sur les scénarios, et ça, c'est un point très important quand on est investisseur. Pour autant, évidemment, quand les marchés souffrent, ces produits-là souffrent également, les valeurs liquidatives des produits souffrent, c'est normal.
Il n'y a pas de miracle encore une fois, mais le contrat n'est pas remis en cause sous prétexte qu'il y a une baisse de marché forte. Le contrat est écrit et il va tenir jusqu'à la fin de la détention du produit. Le risque dont tu parlais tout à l'heure, sur ce produit-là, il est de 4 sur une échelle de 1 à 7. D'accord, ce qui est pas mal pour un truc. Très bien. Voilà. Ok, merci. Voilà, n'hésitez pas à poser aussi vos questions par écrit. Il y en a certainement sur les produits qu'on vient d'aborder. Yanis, donc là, on va passer sur les marchés actions. On t'écoute. Alors, branche ton micro peut-être. Je te remercie. Je te remercie. Donc oui, effectivement, tout à fait, une expertise action avec une particularité que l'on connaît sur les actions, c'est que vous avez de la volatilité qui est intrinsèque donc à ce marché. Parce que pour pouvoir générer la performance, il faut pouvoir accepter une part de risque un peu supérieure. Maintenant, ceci étant dit, et pour pouvoir générer une trésorerie, ou en tout cas gérer la trésorerie de long terme sur un marché action, ce qu'on a voulu faire chez Varenne Capital, c'est vraiment avoir dans toute notre philosophie de gestion une vision sur la stabilité, sur la pérennité et sur, je dirais, la protection du capital. Et je dirais cette approche-là de prudence qu'on peut avoir sur les marchés financiers, elle tient sur 3 piliers. La première, donc, comme je vous le disais, c'est qu'on est un fonds action à améliorer avec des stratégies de décorrélation et de couverture. Et donc, le premier pilier de notre gestion, c'est la sélection d'entreprises. Donc, déjà, dans la sélection d'entreprises, il faut pouvoir trouver des entreprises de qualité qui vont pouvoir permettre, je dirais, de résister dans les phases de marché qui sont turbulentes, comme ce qu'on a pu connaître soit en 2008 ou soit bien sûr beaucoup plus récemment, depuis le début d'année, notamment en mars 2020. Et pour ça, la philosophie est très simple, c'est qu'on va sélectionner des entreprises avec des états financiers qui sont exceptionnels. Donc, que ce soit en termes de capitalisation, que ce soit en termes de chiffre d'affaires généré, que ce soit en termes de génération de bénéfices. On va également chercher des sociétés qui sont relativement peu endettées. Pour nous, c'est important parce qu'on sait qu'en période de crise et de turbulence, cash is king. Et donc, c'est toujours important d'avoir une trésorerie qui est justement assez abondante. Enfin, on va chercher des business models qui vont porter, donc justement pour reprendre un petit peu les commentaires de, je crois que c'était Nicolas qui en parlait, donc sur Netflix notamment, c'est un business model qui est lié à l'abonnement. C'est-à-dire que ce type de business model permet d'avoir, je dirais, un comportement acyclique aux entreprises, parce qu'on sait que lorsque vous avez, par exemple, des turbulences sur les marchés, ce n'est pas forcément votre abonnement Netflix, Spotify ou YouTube Premium que vous allez supprimer dans un premier temps. Et donc, ça permet d'avoir une certaine résilience, ça permet d'avoir une certaine visibilité et donc d'apporter, encore une fois, je dirais plus une protection ou en tout cas une forte résilience dans les phases de baisse. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous intéresser dans la sélection de titres. Ça, c'est vraiment pour la gestion des opportunités. Le deuxième pilier, c'est la gestion des risques. Chez Varenne, nous gérons les risques avec des stratégies de décorrélation et de couverture. Et donc, pour les couvertures qu'on a pu mettre en place par le passé et qu'on a pu avoir encore à présent dans le fond, ça concerne des risques macroéconomiques à long terme. Concrètement, dès fin 2019, on voyait que les niveaux de valorisation des marchés, notamment sur les marchés américains, étaient relativement élevés. Et donc, nous n'étions pas forcément à l'aise à acheter à ce qu'on pouvait considérer comme des marchés très chers ou en tout cas très hauts. Et c'est la raison pour laquelle nous avions un taux d'exposition donc sur les marchés actions internationaux qui était relativement faible et les taux de couverture qui étaient élevés. Et cette protection, avant même de savoir que Covid interviendrait, donc en février-mars 2020, nous a permis vraiment de bien résister. Et enfin, vous avez du coup cette couverture qu'on a pu mettre en place, qui a consisté à neutraliser notre exposition sur les marchés actions, qui nous a permis de bien, je dirais, créer une différence, de bien créer l'écart entre la performance qui a été réalisée sur les marchés actions internationales et sur le fonds. Donc, c'est une gestion qui est quand même résolument active et qui vise clairement à protéger les porteurs de parts si vous avez des phénomènes de marché je dirais assez importants et une volatilité importante. Donc, notre idée, c'est vraiment de chercher à protéger le capital avant tout, avant de chercher à générer une performance positive. Enfin, le dernier point justement de notre gestion, c'est que je pense qu'il est assez intéressant d'en parler, notamment dans un contexte qui est quand même assez incertain, c'est qu'il faut pouvoir, dans un environnement qui offre assez peu de visibilité, générer des idées d'investissement.
Et comment est-ce qu'on génère des idées d'investissement lorsque vous avez une distorsion entre secteurs qui est assez impressionnante, avec une survalorisation de certains secteurs et une sous-valorisation d'autres secteurs? Eh bien, la réponse qu'on a fournie chez Varenne, c'est l'utilisation d'un système d'information en interne, donc qui est propriétaire et qui nous permet de voir et d'analyser ce que font les dirigeants actionnaires au capital de leur propre société. Et pour nous, c'est un outil très puissant de détection et de génération d'idées d'investissement. Concrètement, si jamais Bernard Arnault, donc, du groupe LVMH, achète ou vend des actions du groupe LVMH sur le marché, eh bien, grâce à notre système d'information, on a la possibilité d'avoir cette info en temps réel et de l'analyser. Et c'est très important parce que lorsque vous avez, par exemple, au plus fort de la crise, c'est quelque chose qui nous est arrivé en mars 2020, lorsque vous avez au plus fort de la crise des dirigeants, donc en l'occurrence, c'était un directeur général et un directeur financier qui achètent ensemble pour un montant conséquent d'actions de leur entreprise alors que les marchés dévissent, donc qui affichent des moins 20, moins 30%, eh bien, c'est un signal de confiance qui est très fort. Et c'est clairement un comportement qui se détache de la logique du marché, je dirais au global. Et donc, c'est quelque chose qui ressort sur nos écrans, sur nos screenings, qu'on va donner à nos équipes de gestion pour analyse, parce qu'attention, c'est un outil de génération d'idées, mais ce n'est pas parce que les dirigeants actionnaires achètent ou vendent qu'on va bêtement suivre et acheter ou vendre. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est vraiment un outil de génération d'idées. Donc, on va passer le cas d'investissement à notre équipe de gestion pour pouvoir voir si simplement l'entreprise se détache ou en tout cas est exceptionnelle sous bien des rapports ou pas. Et donc, c'est un outil que l'on utilise de manière assez importante, je dirais, dans toute configuration de marché, mais qui est encore plus importante actuellement parce que vous avez un manque de visibilité, parce qu'on ne connaît pas encore tous les impacts de Covid-19 et parce que voilà, vous avez aujourd'hui pas mal d'indicateurs qu'on utilise traditionnellement qui sont brouillés. Donc, il faut pouvoir trouver de nouvelles manières, il faut pouvoir avoir, je dirais, des outils infrarouges pour pouvoir voir dans le brouillard. Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait pour nos porteurs de parts et qui nous permet justement de générer une performance stable et continue. Et donc, pour les principaux indicateurs de risque et de performance, Varenne Valeur, c'est une performance annualisée depuis le lancement de 7%, avec une volatilité comprise entre 6,5 et 8,5%. Et sur une échelle de risque SRRI, donc qui va de 1 à 7, on est positionné sur un niveau 4, ce qui est très important et ce qui est très intéressant pour un fonds action. Merci Yanis. Nicolas, Nicolas sur les SCPI en usufruit. Oui. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, une micro-introduction sur la SCPI déjà en général, qui sont des véhicules de rendement, donc investis dans l'immobilier. Le principe étant qu'on achète des actifs immobiliers et le loyer qu'on récupère, finalement, on le remonte et il est versé sous forme de dividendes aux propriétaires départ. Donc ça, c'est l'élément de base qu'il faut avoir en tête. Les SCPI, quand vous les achetez en pleine propriété, on est aujourd'hui sur des niveaux de rendement de l'ordre de, en moyenne, 4,5%, en tout cas pour les SCPI qui sont gérés par Sofidy. Alors maintenant, si on va un cran plus loin, effectivement, vous avez la possibilité de n'acquérir que l'usufruit des parts de SCPI. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir dissocier la nue propriété, la propriété de la part de SCPI, de l'usufruit, c'est-à-dire le droit de percevoir le loyer. Donc ça, c'est l'élément qui est important d'avoir en tête, puisque, et c'est effectivement ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous allez payer sur la base de ce qu'on appelle une clé de répartition. Cette clé de répartition, c'est un pourcentage finalement du prix en pleine propriété. Vous allez acheter l'usufruit sur la base de cette clé et vous allez percevoir pendant une durée déterminée, pendant la durée de votre démembrement temporaire, vous allez percevoir le loyer en contrepartie. Alors, on parle de durée. Concrètement, on est effectivement sur des logiques de gestion de trésorerie à moyen long terme, puisque les démembrements temporaires se font généralement sur des durées comprises entre 5 et 15 ans. Donc, c'est vraiment effectivement, quand je vous dis 15 ans, c'est une trésorerie stable très long terme. On a la possibilité de trouver des démembrements de l'usufruit sur des durées un petit peu plus courtes, 3-4 ans, mais c'est vrai que c'est vraiment à partir de 5 ans qu'on commence à avoir un petit peu de volume et on se positionne effectivement sur des niveaux de rentabilité qui sont assez intéressants puisqu'on est sur des TRI, des rendements annualisés compris entre 6 et 7% par an. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant
d'autant plus intéressant pour les personnes morales et pour la gestion de leur trésorerie, c'est que comptablement, vous avez la possibilité d'amortir cet usufruit. Donc, il y a aussi une petite logique d'optimisation fiscale à ce niveau-là, de telle sorte que votre rendement brut est assez proche de votre rendement net. Maintenant, il faut là aussi avoir en tête un certain nombre d'éléments importants. Le premier étant que le rendement n'est pas garanti. Il y a donc une sensibilité forte sur ce rendement par rapport au niveau de distribution de la SCPI, même si la SCPI est un véhicule qui a vocation à assurer une distribution stable, pérenne dans le temps, il faut avoir en tête cet élément-là de sensibilité importante à un rendement qui n'est pas garanti. Il y a également un sujet de liquidité, puisque dans le fonctionnement, vous investissez, vous mettez un ticket, vous investissez votre trésorerie, vous achetez l'usufruit. Il n'y a pas de retour sur capital à la fin, c'est effectivement l'actualisation des revenus que vous allez percevoir pendant toute la durée du démembrement qui vous procure le rendement dont je vous ai parlé. Voilà. Donc ça, c'est autant d'éléments qu'il faut avoir en tête lorsqu'on souhaite utiliser effectivement l'usufruit de part de SCPI. Alors, c'est quelque chose qui est en train de monter fortement en puissance dans le contexte actuel effectivement de rémunération que vous rencontrez au quotidien globalement sur des produits de trésorerie. Donc, c'est vrai que l'utilisation de l'usufruit par les personnes morales est en train de vraiment monter en puissance et dans une logique de gestion avec différents socles et quelque part, on est là différents intervenants pour constituer différents socles accompagnés bien évidemment par votre cabinet, par Emeric. Donc, c'est l'idée de pouvoir utiliser sur une logique peut-être un petit peu plus dynamique, sur des horizons d'investissement un peu plus longs, une partie de votre trésorerie stable pour aller chercher un petit peu de performance grâce à l'usufruit de part de SCPI. Ok, sachant que c'est une solution d'acquérir des parts de SCPI en usufruit et qu'on peut aussi choisir d'acquérir ces parts en pleine propriété si on le souhaite. Mais Exactement. L'usufruit a l'avantage de pouvoir bénéficier des revenus tout en les amortissant dans la durée. C'est ça l'idée. C'est l'idée. On est aussi, ça permet de travailler des horizons d'investissement qui sont plus courtes que lorsqu'on achète des parts de SCPI en pleine propriété. Et puis effectivement, d'un point de vue financier et économique, de travailler de manière un petit peu plus dynamique la performance de ce placement. Sachant qu'en face, donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'en face donc, de l'usufruit de ces parts, il y a des nus propriétaires. Et les nus propriétaires, soit vous les trouvez, soit c'est le cabinet qui les trouve, soit ça peut être à titre individuel, le chef d'entreprise. Exactement, il peut y avoir des montages qui s'opèrent en ce sens et alors c'est pas parce qu'on est en compagnie d'Emeric, mais j'insiste fortement juste sur l'accompagnement qu'il faut y avoir, puisque dans ces cas-là, il y a une petite prudence à avoir sur des sujets fiscaux pour éviter des logiques de redressement. Donc voilà, l'importance d'être accompagné, c'est vrai qu'on peut travailler à la fois la gestion de patrimoine pour le compte de l'entrepreneur, pour le compte du propriétaire de l'entreprise, et puis également la partie gestion de trésorerie de la société. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Je vous remercie à tous. Je pense que vous avez été clair, j'espère. En tout cas, on va le voir maintenant. Donc, ce que je propose, c'est que tous nos participants puissent débloquer leur micro ou leur caméra et posent librement leurs questions. J'en ai une qui a été posée par écrit et je vais peut-être commencer par elle pour démarrer. Alors, je ne sais pas de quel fonds il s'agissait précisément, mais on nous a demandé quelle était la durée minimum du placement sur le fonds et quel était le montant minimum. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des montants minimums sur chacune de vos solutions. Peut-être pouvez-vous commencer par ça, les uns et les autres. En fait, en réalité, si je fais le tour, il n'y a pas franchement de montant minimum, peut-être le montant départ des fonds, bien entendu, mais il n'y a pas franchement de minimum ni de maximum sur chacune des solutions présentées aujourd'hui. Je réponds bien là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Et peut-être que la personne qui a posé la question peut s'exprimer aussi pour dire de quel fonds il s'agissait. Si elle est encore là. Peut-être plus. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
pouvez débrancher les micros et vous exprimer librement. On sera à votre disposition pour répondre. Non? Pas de questions du tout? Je vois des têtes apparaître, mais est-ce que… Ouais, moi, je viendrai apparaître. Moi, j'ai pas de questions en particulier. Merci. Désolée, j'avais pas compris tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait que les intervenants qui soient en vote, donc je suis restée. Je trouvais ça plus sympa en fait, parce que sinon on se sent un peu seul quand on parle. Donc merci beaucoup pour toutes ces interventions. Moi, je suis avocat en droit des affaires, donc c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent m'intéresser. Après, ça a un côté quand même vraiment technique, hein, puisque chacun parle de son produit et que vous connaissez chacun vos produits et puis les différents indices, enfin, voilà, des choses que nous, on ne maîtrise pas forcément. Voilà, moi, je n'ai pas de questions en particulier parce qu'il faudrait que je revoie précisément, mais la question du montant minimum, typiquement, est une question intéressante parce qu'en fait, c'est moi, à quel moment je peux présenter ça à un chef d'entreprise ou à un client en lui disant, bien entendu, je vais te rediriger vers quelqu'un puisque ce n'est pas moi qui vais m'occuper de ça. Donc, il y aurait peut-être pour moi un petit travail de vulgarisation à faire que je ferai probablement avec Aymeric, mais pas de questions en particulier. Vos explications étaient claires et voilà, donc je vous remercie. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, moi, ça m'en fait poser une. En fait, les supports qu'on a présentés aujourd'hui sont accessibles, la plupart en compte-titres. En contrat de capitalisation, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. Les contrats de capitalisation sont, on va dire, en quelque sorte un pendant de l'assurance vie, mais accessible aux personnes morales parce qu'elles ne sont pas liées à l'aléa de la durée de la vie. Et puis, j'oublie, on peut aussi les avoir en direct. Là, je pense plus particulièrement à Sofidy et au SCPI. Voilà. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que ça peut constituer un portefeuille, en tant que titre ou autre, qui peut être composé en fonction évidemment de la durée d'investissement, du niveau de risque souhaité par l'entreprise. Vous avez des choses à ajouter les uns les autres sur cette question? Aymeric, est-ce que la présentation que nous t'avons transmise sera… Oui. La présentation que vous m'avez transmise a déjà été transmise aux participants. Si vous les avez bien reçus, j'espère. Ouais, si vous êtes présent là, c'est que vous avez reçu le mail, donc les présentations sont en place. Parfait. Donc, s'il y a un peu plus d'éléments dans les présentations pour développer un peu ce qu'on a dit à l'oral aujourd'hui, besoin d'approfondir certains points, évidemment, n'hésitez pas à me faire suivre les questions avec plaisir s'il y en a d'autres par la suite. Exactement, donc tout à fait. Je me tiens à la disposition de chacun pour pouvoir approfondir le sujet et étudier les cas de figure qui pourraient se présenter. Pour ma part, oui. Non, c'est simplement pour répondre à la question justement de Madame. C'est concernant justement le minimum d'investissement. Le minimum d'investissement chez Varenne, en tout cas, il n'y en a pas. Donc, c'est limité à une part. Et sachant que le prix d'une part, donc en l'occurrence sur Varenne Valeur, est de l'ordre de 300 €, voilà, c'est très accessible. Donc, accessible bien entendu en compte titre, en contrat de capitalisation, évidemment, surtout qu'en contrat de capitalisation, vous pouvez décimaliser le nombre de parts qui sont détenues. Et donc là, vous avez véritablement zéro minimum d'investissement, même pas une seule part. Donc, voilà, ce sont des placements qui sont assez accessibles. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table sur d'ailleurs la valeur de vos parts les uns les autres? Alors, Gonzague, ça va être plus difficile. Mais… Attention au micro. Voilà. Une part sur un produit structuré est de 1 000 €. L'investissement peut se faire à partir de 1 000 € dans le cadre, effectivement, et c'est là où il y a une subtilité, c'est qu'il y a des minimums pour lancer un produit structuré sur mesure, il y a des minimums
définie en fonction du support sur lequel on veut investir ce produit. C'est de l'ordre de 200 à 300 000 euros, mais ça peut être mutualisé. Il peut parfaitement y avoir 200 investisseurs à une part à 1 euro. Et en contrat de capitalisation, ça va dépendre des assureurs qui ont chacun des niveaux d'investissement. C'est un produit sur et le faire référencer sur le contrat, mais en général, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros maximum. Mais encore une fois, ça peut être, et c'est toujours mutualisé entre plusieurs clients, plusieurs investisseurs. Alors, je précise aussi que ce dont tu parles, c'est la création d'un fonds structuré, c'est les minimums nécessaires pour pouvoir les créer et les diffuser. Ce qu'on rencontre en général comme cas de figure, c'est que soit vous avez des produits un peu génériques qui sont proposés à plusieurs intermédiaires comme moi et que nous proposons à nos clients, soit vous pouvez en faire sur mesure pour une entreprise qui a un besoin particulier. Mais là, les niveaux sont beaucoup plus importants. Le minimum, 500 000, je crois. En compte titre, aujourd'hui, on peut faire entre 200 et 300 000 euros. Entre 200 et 300 000. OK. Marc, c'est la part, le prix de la part. Je n'ai pas le prix de la part en tête, Ah bon, mais il n'y a pas de montant d'investissement minimum non plus. Non, mais en effet. Et Célia? Le montant minimum, j'en sais Pas de montant minimum. Et est à 120. 120. Voilà. OK. Et Nicolas? Alors, nous, il y a un minimum d'investissement, effectivement, lorsque vous achetez des parts de SCPI en pleine propriété, mais qui est très raisonnable, puisque en fonction des prix des différents véhicules, ça représente entre 2 000 et 3 000 euros. Maintenant, pour l'acquisition d'usufruit, même si contractuellement, il n'y a pas de minimum, d'un point de vue opérationnel, parce qu'en face, on a besoin de trouver une contrepartie du propriétaire. On démarre généralement avec des volumes de placement de l'ordre de 5 000 euros. Et puis, il n'y a pas de maximum, mais là aussi, d'un point de vue opérationnel, généralement, il va falloir empiler des tickets, mais on est sur des tickets max de l'ordre de 50 000 euros. Très bien. Merci. Je n'ai pas vu d'autres questions arriver. Et peut-être y en a-t-il. Si ce n'est pas le cas, il est 9h34, je pense. Allô? Enfin, allô. Il y a quelqu'un qui voulait s'exprimer, pardon. Très bien. Donc, il est 9h34. Je pense que je peux vous libérer les uns les autres. On va tous démarrer nos activités. Je vous remercie. Je précise juste une chose pour ceux qui se sont inscrits sur les prochaines visios. Donc, la prochaine est mercredi donc à 8h30, même heure. Et elle sera sur la rémunération du chef d'entreprise et sa fiscalité. Voilà. Merci à tous. Merci à nos intervenants. À très bientôt. Merci. Merci à toi, Aymeric. Bonne journée à tout le monde. À tous les présents. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au Merci revoir. à vous.